tout est bon. Parfait. Je vois ce que j'ai fait. Alors, on commence aujourd'hui le dé de pédiatrie. Donc, je vous mets, comme la dernière fois, mes coordonnées. C'est pas facile en 1 heure et demie vraiment de faire un ED, donc peut-être qu'on serait obligé d'accélérer un petit peu. Si jamais on n'avait pas le temps de finir ou qu'il y a des notions que vous voulez réapprofondir ou en révisant vos cours pendant le semestre, pendant l'année, jusqu'à l'EDN, parce que vous êtes en D3 si je ne me trompe pas, eh bien, vous avez des questions, n'importe quoi. Je suis évidemment là pour vous répondre, hein. C'est le principe. Je fais aussi les conférences, mais surtout, on est toujours là pour vous répondre de façon personnalisée s'il y a besoin. Donc, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un mail ou un SMS, peu importe, ça m'est égal. Vraiment, c'est le but des confs, c'est qu'on soit là pour vous répondre et qu'on puisse vous aider au plus vite avec certaines notions qui vous posent problème. Surtout que le programme de pédiatrie est très conséquent. Donc ça, on en a parlé la dernière fois, de la vision très transversale de l'aspect qu'il fallait avoir. Donc pour cette ED, j'ai repris le collège de pédiatrie, l'HAS et le LISA, bien évidemment, ça ne change pas. Donc les items, c'est ceux qu'on a vus mercredi en conférence. Pour ce qui est du RCU et de la prématurité, je pense qu'on a vraiment fait le tour de la question mercredi soir. À part les facteurs de risque et les complications possibles, il n'y a vraiment pas grand-chose de plus à savoir. Le reste des notions me semble être un peu plus de la gynécologie obstétrique. Et dans ce cas-là, du coup, je laisse le soin à mes collègues gynécos d'en parler. Mais le programme de pédia étant déjà bien dense, je me suis dit qu'on n'allait pas déborder du programme, sinon on n'allait pas s'en sortir. En tout cas, côté pédiatrie, je pense vraiment qu'on a fait le tour. Et puis, si vous avez des questions, encore une fois, vous n'hésitez pas. Donc voilà, je vous ai mis tous les items qu'on traite aujourd'hui, comment je les traite, QI, KFP, etc. Donc KFP numéro 1 pour commencer tranquillement et reprendre des notions qu'on a vues en début de conférence mercredi. Vous êtes interne de pédiatrie et on vous appelle en salle de naissance pour un nouveau-né. Ce nouveau-né a 5 minutes de vie, il a des mouvements actifs et harmonieux. L'examen du tégument est normal, la peau est rosée dans l'ensemble. Vous ne relevez pas de taches cutanées, il crie de façon vive, il a une bonne réactivité à la stimulation. Vous voyez l'infirmière de la salle de naissance qui vous dit que la fréquence cardiaque est à 125, fréquence respi à 47. Et je vous demande ici le score d'Apgar de ce nouveau-né. Donc, je regarde en même temps, je vous laisse répondre dans le chat en même temps, je vous laisse participer, n'hésitez pas, c'est vraiment le moment de dire des bêtises. Alors, effectivement, c'est un score d'Apgar à 10, à 5 minutes. Sur ce nouveau-né, il s'est totalement adapté à la vie extra-utérine de façon correcte. Nouveau-né, définition importante, inférieure à 28 jours, d'accord, on l'a bien dit la dernière fois. Et le score d'Apgar, c'est l'adaptation à la vie extra-utérine qu'on fait à 1 minute, 5 minutes, 10 minutes. Il est normal s'il est supérieur ou égal à 10, d'accord. Et vous voyez bien qu'ici, ce nouveau-né, il répondait à tous les items de façon très correcte. Quels sont les poids, les tailles et les périmètres crâniens qu'on attend chez un enfant qui est né à terme? Donc, est-ce qu'une taille de 47 ou de 52 cm est normale? Est-ce qu'un poids de 2000 g ou de 4900 g est normal? Est-ce qu'un périmètre crânien à 35 est normal? Ça, c'est vraiment les valeurs de naissance, vous êtes obligé de les connaître, c'est hyper important, d'accord? Alors, BE, ABE, ABE. Là, je ne sais pas ce que j'ai fait. Ok. Donc, les bonnes réponses ici, c'était ABE, une taille de 47 ou de 52 cm. Effectivement, c'est normal. Par contre, un poids de 2000 g, c'est trop peu, d'accord? Et un poids de 4900, c'est un enfant macrosome. Vous devez retenir le seuil de 4000 g pour parler de macrosomie chez un enfant à la naissance. Et un PC à 35 qui est normal. Donc, bien retenir les mensurations d'un enfant à terme. 50 cm, 3,5 kg et un PC à 35 à peu près. Hein, ça peut varier évidemment de quelques centimètres ou de quelques grammes. Et puis retenez les valeurs un peu seuil. 1 mètre à 4 ans, c'est la taille de naissance qui est doublée, le poids de naissance qui est doublé à 4 mois et qui est triplé à 1 an. Tout ça, c'est très facile à faire tomber en QCM. C'est des valeurs extrêmement importantes parce que nous, en consultation de pédiatrie, on pèse, on mesure et on mesure la taille et le PC systématiquement des enfants pour faire les courbes de croissance. Donc vraiment extrêmement important.
Le nouveau-né, donc je vous ai remis ici la petite slide d'un nouveau-né qui va bien avec les fréquences cardiaques et respiratoires normales. Donc ici, notre nouveau-né, il était bien entre 120 et 160 et une fréquence respirée 47, donc complètement normal. Dans les items suivants, lesquels entrent dans le calcul du score de Silverman? Il y a 5 bonnes réponses. Donc, je vous laisse répondre dans le chat. A, C, D, F, G. OK. A, C, D, F, G. Donc, vous êtes tous d'accord, effectivement. Je pense que vous avez tous le moyen mnémotechnique bébé tirant geignant hein, pour retenir le battement, le balancement, le tirage, l'entonnoir et les geignements expiratoires. Et vous vous rappelez bien, le score de Silverman, c'est l'intensité de la détresse respiratoire. C'est très différent du score d'Apgar, d'accord? Adaptation de la vie extra-utérine et la détresse respiratoire, deux scores, deux diagnostics bien distincts. Quels items parmi les suivants sont des facteurs de risque de mort subite du nourrisson? C'est un gros enjeu de santé publique, donc c'est quelque chose qu'il faut maîtriser sur le bout des doigts. La prématurité, le sexe féminin, un âge inférieur à 24 mois, tabagisme parental, un lieu surchauffé, une hyperflexion cervicale, une maman de plus de 40 ans et le co-dormir dans la chambre des parents. Effectivement, c'est un menu déroulant. J'aurais dû vous mettre le nombre de bonnes réponses à cocher. Ce sera mis à l'EDN. ADH, ADEH. Ok. Les bonnes réponses, c'était ADEF, d'accord. Alors, pour le B, donc c'était un sexe masculin. L'âge, c'est plus jeune que ça, hein, c'est des bébés qui ont seulement quelques mois. Ça, effectivement, oui, on vous faut une pièce tempérée entre 18 et 20. Le tabagisme, c'est forcément un facteur de risque, en effet. L'hyperflexion, hein, d'accord, les bébés qui ont beaucoup trop fléchi. La mère, c'est plutôt une maman qui est très jeune, dans un contexte précaire, une grossesse non suivie, par exemple. Les mères âgées de plus de 35 ans, etc., ça, c'était un distracteur. C'est avec les facteurs de risque plutôt de RCU et de prématurité. La H, c'est recommandé par la HAS de dormir dans la chambre des parents. Le cododo, c'est quand l'enfant il a un lit à côté du lit des parents, d'accord? C'est recommandé, notamment pour l'allaitement. En plus, c'est plus facile. La maman est juste à côté du bébé. Souvent, ça favorise le maintien de l'allaitement. Et c'est des lits spécialisés à côté du lit des parents. C'est pas quand on parle de cododo, je pense que vous avez déjà entendu ces termes-là. Ça, c'est les recos. Ce qu'il ne faut pas, c'est l'enfant qui dort dans le lit des parents, sur le canapé avec les parents, parce que là, effectivement, il y a un risque d'étouffement majeur, soit de s'allonger dessus, de se retourner, de ne pas le voir, soit avec la couette dans le lit qui recouvre le bébé. Ça, c'est un facteur de risque, mais pas le fait de dormir dans la même chambre. Au contraire, c'est recommandé jusqu'à 6 mois. Quelles sont les propositions correctes concernant l'épidémiologie de la mort subite du nourrisson? Donc, est-ce que c'est une mort inattendue qui survient avant 1 an sans rien dans les antécédents connus? Est-ce que ça représente entre 1500 et 2000 décès par an en France? Est-ce que la majorité des nourrissons, la mortalité est plus élevée entre 1 et 2 ans? Est-ce que la mort subite du nourrisson est reconnue comme une cause médicale de décès? Et est-ce que ça touche typiquement des enfants entre 2 et 4 mois? Je vous laisse répondre dans le chat. Alors, ADE. Oups. ABDE, ok. DE, oui. C'est une bonne réponse. La réponse, c'est DE. Alors, la réponse A, l'item était un peu long, était vrai, sauf que c'est des enfants âgés de moins de 2 ans. D'accord? Donc, bien y penser. Et en termes d'épidémiologie, c'est plutôt entre 150 et 200 décès par an. D'accord? Pas 1500 à 2000. Et je vous ai mis ensuite en correction, du coup, la slide qu'on a déjà vue mercredi soir. Les facteurs de risque, et c'est ce que je vous disais, le co-sleeping, là par contre, c'est le fait de dormir dans le même lit. Et je vous le redis, l'allaitement artificiel, c'est un errata et ce n'est pas un facteur de risque de mort inattendue du nourrisson. Premier DP.
Donc, vous êtes appelé aux urgences pour un enfant de 1 an. Il aurait présenté des convulsions selon ses parents et l'infirmière d'accueil et d'orientation vous transmet que cet enfant, il semble absent, il semble hypotonique et elle est inquiète parce qu'il est plutôt pâle et il a une respiration irrégulière. Devant les signes neurologiques de l'enfant et après votre examen clinique, vous faites un scanner cérébral non injecté que voici. Qu'est-ce que vous pouvez identifier sur cette imagerie? Je vous laisse répondre dans le chat. Alors, un hématome sous-dural, gauche, frontal, tout à fait. C'est un hématome sous-dural aigu frontal, gauche en effet. Je suis d'accord avec toi. En attendant les imageries, donc bon, c'était dans le laps de temps, vous avez demandé le scanner, votre enfant il est parti, le temps que le scanner soit interprété, vous vous intéressez au carnet de santé de l'enfant. Ça c'est essentiel en pédiatrie, dans toutes les consultations, même jusqu'à la puberté, on demande aux parents le carnet de santé. Et sa vaccination, c'était il y a quelques jours. Il a 1 an, cet enfant, je vous le rappelle. Avant ça, il a reçu 2 doses de ce vaccin-là. Sa mère a gardé l'étiquette de la boîte, alors ça arrive de temps en temps. Elle a gardé ce vaccin-là et l'enfant a reçu 2 doses à 1 an. Il a été vacciné. Donc vous voyez des diphtéries, tétanos, coqueluche, l'hépatite B, hémophilus influenzae et il a reçu seulement 2 doses. D'accord? Donc c'est l'hexavalent, c'est marqué ici. Quelles sont les vaccinations obligatoires manquantes chez ce petit garçon, puisque à 1 an, il aurait dû avoir bien plus de vaccinations que ça? Est-ce que c'est le méningocoque B à 3, 5 et 12 mois?